Bah, moi, j'ai noté ce que je comment aborder justement le sujet du handicap avec une personne. Moi, dans le cadre de mon travail, ça va être des personnes qui sont parfois en recherche d'emploi. Alors, je ne m'occupe pas que des personnes en situation de Mmh. handicap adulte. Sauf que on sait, en tout cas de façon générale, mais que le handicap peut être difficile pour trouver un emploi adapté à son Oh oui. handicap. Sauf que j'ai une personne en face de moi qui ne me signifie pas son handicap et moi j'ai l'impression de détecter un handicap. Alors sans rentrer dans un cliché, mais je sens une personne qui a l'air d'être en souffrance physique, psychique, mais on va dire physique. Et je sais pas trop comment, sans être un peu maladroite avec cette personne, lui parler de son handicap pour peut-être après l'orienter sur peut-être des Mmh. structures d'aide au retour à l'emploi pour des personnes en situation de handicap. En tout cas, voilà, l'accompagner vraiment parce que bah, lui dire d'aller voir avec France Travail ou d'aller voir des structures qui vont coacher pour des CV ou des entretiens, je sais qu'il y a vraisemblablement un handicap et du coup, je Mmh. sais pas trop comment amener le sujet. De Enfin, manière, délicate ouais, et subtile. c'est sans stigmatiser la personne, dire je Mmh. vois que tu es handicapé, alors que c'est pas vraiment le cas, mais Mmh. je sens qu'il y a quelque chose qui peut peut-être gêner au retour à l'emploi. Alors déjà, une première chose, handicap physique, mais il y a aussi psychique, comme vous disiez et ça peut être important. En plus, il faut savoir que, bah, beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, bah, n'ont jamais été diagnostiquées ou n'ont pas été diagnostiquées. Donc ça se trouve, elles le savent même pas. Donc effectivement, ça peut être très compliqué. Ça peut être très, très compliqué, quoique pour certaines, ça serait un soulagement. Moi, en ce qui concerne mon autisme, j'ai été, diagnostiquée et même le CED, j'ai été diagnostiquée à 50 ans et ça m'a fait mais vraiment, ça m'a enlevé un poids et j'ai pu comprendre le pourquoi de j'ai pu relire toute ma vie, mais avec un autre point de vue, une autre vision et ça m'a fait le plus grand bien et si quelqu'un avait pu me dire: «Oui, mais j'ai l'impression que ça, peut-être qu'il faudrait que», ça aurait été bien. Mais c'est vrai qu'au niveau diplomatique, moi, c'est moi, tout le monde n'est pas comme moi, hein. Je connais d'autres personnes qui, quand elles ont été diagnostiquées, ont fait une dépression parce que c'était vraiment trop dur à admettre et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas neuropsychologue et on diagnostique pas une personne en 5 minutes, quoi qu'elle ait. Mais c'est vrai que pour avancer les choses de manière diplomatique, vous pourriez dire, «Moi, je suis ouverte à tout, je suis dans le non-jugement, la bienveillance. Est-ce qu'il y aurait des difficultés dans votre vie ou dans que ça soit physiquement, des douleurs, vous donnez un exemple ou peut-être, au niveau, de la vous partez sur des choses très larges. Par exemple, vous supportez pas le bruit ou les très grosses lumières. Est-ce qu'il y a des choses que vous supporteriez pas? Et si dans un monde idéal au niveau professionnel, vous pourriez en parler, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça serait? Et peut-être qu'en disant les choses comme ça, vous amènerez la personne à plus s'ouvrir et ça pourrait être une technique. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention parce que beaucoup de personnes peuvent sembler avoir un handicap, mais n'ont pas été diagnostiquées et donc rien n'est élaboré. Alors leur balancer ça: «Ouh, tu m'as l'air handicapé toi, tiens, tu veux pas que je t'aide?» Waouh! La douche froide. Donc là, la personne, soit elle vous regarde stupéfaite, tétanisée, en état de sidération, ça c'est côté positif, soit elle le prend très mal et ça peut se terminer, en conflit. Du coup, ce que je vous propose là, donc, on pourra revenir peut-être sur des précisions par rapport à cette question. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont noté des questions, peut-être on pourra les aborder à un moment donné, tu vois, que Ah tu les oui, prennes. oui, oui. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord commencer un peu de manière formelle, peut-être par présenter un petit Agir, Oui, toi, un peu toi qui tu es, et d'accord. ensuite de passer un peu à l'exposition de tout ce que tu peux rencontrer, tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui n'existe pas,
et les outils et l'accompagnement. Oui, Va. ça me va. Alors, juste avant de me présenter, j'aurais juste voulu avoir un minimum, pas vos noms, etc. Mais vous êtes que des professionnels, c'est ça? Des professionnels alors, du travail, si j'ai bien compris. Des professionnels dans le domaine de quoi? Du handicap. Vous connaissez le handicap, la plupart, ou pas? Oui, oui, oui. Et vous connaissez la vie affective et sexuelle? Oui, moi. Ce qui est à peu près normal. On est dans le truc normal. C'est à peu près comme ça partout. Donc voilà. Donc moi, bon, mon nom Nathalie Bicuaro. J'ai un surnom qui s'appelle Tis. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, parce que en fait j'ai une chaîne YouTube qui parle du handicap, j'ai un blog, etc. Donc c'est le monde de Tis. Donc je vous le donne aussi. Et Tis THYS, quand on me demande, je pense à le dire. Et en fait, je suis intervenant pair pour Intime Agir. Alors, dans Intime Agir, il y a intime pour intimité et il y a agir pour l'action. Intime Agir a été créé après le Grenelle des violences faites aux femmes en 2019. C'était comment dire, un desiderata de Monsieur Macron, notre président, puisqu'il fait quand même des choses de temps en temps. C'est bien. Non, mais je dis ça en riant, mais il fait des choses, c'est le président. C'est son travail de faire des choses. Attention. Oups. Attends, j'enlève ça. Oh, là, je te le remettrai après. Voilà. Donc, après ce Grenelle sur les violences faites aux femmes, ils se sont rendus compte, mais je pense que vous avez dû en parler ce matin avec le CIDFF, que les personnes handicapées étaient une cible vraiment, comment dire, là, une cible vraiment particulière et bien visée pour les violences, qu'elles soient sexuelles ou non. En fait, c'est ce qu'on appelle la double peine. Donc, ils se sont rendus compte de ça et du coup, ils se sont rendus compte que, quelle surprise, les personnes handicapées ont une vie sexuelle, ont des besoins, des envies, du désir, comme tout le monde. Alors là, ça leur a fait un choc. Non seulement ils peuvent être victimes de problèmes d'agression, etc., mais en plus, ils ont une vie et ils ont envie de l'avoir et de la garder. Et donc, ils se sont dit, on va les éduquer, les aider, les soutenir et surtout les accompagner, puisque c'est le mot hyper important, accompagnement, parce qu'on est dans une époque inclusive, donc il faut aussi de l'inclusion au niveau de la vie intime, relationnelle, affective, sexuelle et la parentalité. Ça y est, je les ai tous dit. Et donc, d'où la création d'Intime Agir. Donc en 2022, j'avais été contactée, donc à l'époque j'étais coprésidente d'une association pour l'autisme dans le Jura, et on avait été contactés puisqu'ils cherchaient des personnes en situation de handicap pour pouvoir participer à la commission, au comité de pilotage et à la commission handicap pour créer ce fameux réseau. Donc, il fallait un par région qui permette de pouvoir ensuite s'étendre à tous les départements. Le nom était même pas encore trouvé. C'est après que le nom a été trouvé, Intime Agir. Donc, pour la Bourgogne-Franche-Comté, comme c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai dit oui de suite et j'y ai participé. On est parti du principe que le meilleur moyen d'expliquer le handicap aux professionnels de tout secteur, etc., c'était peut-être de commencer par former des personnes handicapées à intervenir pour les formations, les sensibilisations, parce qu'on est quand même les mieux placés pour vous dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense et pourquoi la sexualité peut nous intéresser
peut nous intéresser et être là pour nous. Donc voilà, quoi. Et d'où la création. On a fait une formation, ils ont demandé des volontaires, je me suis posée volontaire, j'ai passé, un entretien de motivation et cetera et au final, voilà, j'ai fait cette formation et je suis devenue intervenante pair pour Intimagir. Donc c'est pour ça que je suis là. L'avantage étant, puisqu'en tant qu'intervenant pair, on doit pouvoir parler un peu de tout et cetera, c'est que moi, j'ai la chance de collectionner des petites maladies invalidantes, des handicaps donc, que ça soit autant physique que, quoique l'autisme, je le considère pas honnêtement, je le considère pas comme une pathologie. Pour moi, c'est comme être blond, roux, noir ou blanc ou voilà. L'autisme, on est avec. Pour moi, c'est pas une pathologie ou quoi que ce soit. C'est juste une différence. Une sacrée différence, mais une différence quand même. Et pas du tout quelque chose de négatif. Et me voilà devant vous pour vous présenter Intimagir et pour aider à à lancer le petit caillou dans la mare qui, grâce à vous, va faire des ondes, s'étendre pour dire que, ce n'est pas puisqu'on est handicapé qu'on peut rien faire et ça, c'est important et je vois des personnes très régulièrement. La semaine dernière, j'étais devant un groupe de personnes en situation de handicap. Il y avait un monsieur qui est né avec une paralysie cérébrale donc, vous savez, ils sont dans leur, fauteuil roulant coque et cetera et ce monsieur a une vie sexuelle comme tout le monde. Il suffit juste de l'accompagner, même s'il vit dans un foyer et cetera, parce qu'il a les mêmes désirs et les mêmes envies que tout le monde. Ses pratiques sont peut-être pas je lui ai pas demandé d'ailleurs, hein, comme lui a pas demandé les miennes, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Mais, peut-être qu'il a pas la même façon de faire que le l'homme lambda ou et cetera et tout. Mais l'important, c'est qu'il y trouve du plaisir, que sa conjointe, puisque là, du coup, c'était une conjointe, y trouve du plaisir, qu'ils soient heureux tous les 2 et voilà. Et que personne ne dise: «Ouh là là, toi, tu coincé dans un fauteuil, tu peux pas bouger, tu peux faire comme ça. Non, pas de sexualité pour toi». Parce que en fait, le problème au niveau d'Intimagir, de la sexualité, c'est pour ça que c'est important, c'est que pour les proches, les familles, les éducateurs ou pour le public en tant que tel, on divise les personnes handicapées en 2 groupes. Soit l'ange qui est arrivé sur terre, qui a aucune vie sexuelle, qui est pur, innocent, gentil, tout va bien, qui écoute tout, qui obéit à tout, qui fait ses soins et qui est toujours souriant de préférence, hein, et voilà. Soit l'handicapé hyper sexualisé qui va sauter sur tout ce qui bouge, qui est dangereux et qu'il faut bien enfermer dans un foyer, un institut ou quelque chose parce que ouh là là, il pourrait faire peur. Il fait peur d'ailleurs, puisque la différence, c'est toujours peur. Donc, heu, donc voilà, le but d'Intimagir, c'est un d'expliquer aux professionnels et au public que la sexualité est quelque chose de tout à fait normal, comme vous, comme moi, comme, n'importe qui d'autre. La sexualité, vous connaissez la pyramide de Maslow peut-être un petit peu? Donc c'est les besoins tout en bas et pour une personne handicapée, c'est pareil. On va pas dire à une personne: «Oh, tu es handicapé, non, non, toi tu mangeras pas, tu es handicapé». Voilà, c'est pareil pour la sexualité. Elle fait partie des besoins primaires, des besoins physiologiques. Il lui faut une sexualité, autrement, comme pour tout être humain, ça finit par lui taper sur le système et là, ça peut être, ça peut être, dangereux. Là, ça peut être vraiment dangereux et pour lui et pour les autres et pour la société et cetera. Et l'autre partie d'Intimagir, c'est même la principale, c'est de pouvoir être à l'écoute des personnes en situation de handicap et de leur dire: «On est là pour vous. On est là pour que vous sachiez comment arriver à avoir une sexualité si on vous l'a jamais dit. On est là pour vous écouter si vous avez des questions, si vous avez des doutes,
des envies, puisque Intimagir, bah, toute personne en situation de handicap qui appelle le numéro d'Intimagir, faut savoir qu'elle a droit à 3 séances entièrement prises en charge avec un psychologue ou un sexologue, que ça soit par téléphone ou en visio. Des personnes qu'elle pourra consulter gratuitement pour poser ses questions et pour l'aider un petit peu à démêler tout ce qui peut la tracasser et cetera. Et ça, c'est concret et c'est bien. Sur le site internet d'Intimagir, il y a également plein de ressources, plein de liens où la personne en situation de handicap, bon, accessoirement vous aussi, mais en fait, c'est fait au départ pour les personnes en situation de handicap, donc en FALC, avec des couleurs que nous avons choisies, des graphismes que nous avons choisis pour correspondre à tout type de handicap. Et il y a toutes les ressources, les sites où on peut aller, de la bibliographie, etc. Et c'est pour tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas d'ailleurs, quoique là, si j'ai bien compris, j'ai une petite liste. Oui? Moi, j'avais une question. Tu parles de la sexualité des personnes en situation de handicap, mais les personnes qui sont réduites dans leur mouvement, Mmh. ou en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible pour elles s'ils sont seuls? Enfin, je veux dire, en fait, on parle de sexualité, mais concrètement, nous, on en parle parce qu'on peut bouger, on peut aller où on Mmh. veut, on peut faire ce qu'on veut. Mais finalement, comment ça se passe pour quelqu'un qui va être, par exemple, en fauteuil ou qui va avoir peut-être besoin d'accompagnement? Enfin, quoi concrètement aujourd'hui, à quoi ces personnes en situation de handicap, elles sont confrontées en fait? Déjà, elles sont confrontées à une grande solitude. C'est c'est vraiment une grande solitude et beaucoup de difficultés à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut savoir, en France, j'ai parlé du sujet qui fâche, les assistants sexuels. En France, en ce moment, les assistants sexuels, même s'il y en a, comment dire? Si officieusement il y en a qui proposent leurs services et cetera, officiellement, c'est assimilé à de la prostitution. Voilà, et c'est pas du tout normal. Et en fait, ben, ça fait que et en plus, c'est le client qui est puni, qui peut être puni pour prostitution, qui peut avoir à payer une amende et cetera. Bon, il paraît que dans les faits, c'est jamais arrivé, mais pour une personne handicapée, je veux dire, les clients et si la personne vit en institution ou quoi, il faut savoir que c'est les membres de l'institution, le directeur, qui peuvent être condamnés pour proxénétisme, s'ils permettent de faciliter, heu, un rapport entre, la personne en situation de handicap et cetera. Donc déjà, c'est très compliqué. En fait, le monsieur dont je parlais tout à l'heure, il expliquait que dans leur institution, ils ont une, chambre de couple qui est installée et en fait, bah, il y a quelqu'un qui vient l'aider à prendre telle position. Il a une sonnette et la personne vient, la met dans telle position et cetera. Bon, ce qui est question intimité est pas top, mais c'est quand même mieux que rien, hein. C'est quand même c'est quand même mieux que rien et c'est pas mal. Moi, je trouve l'équipe super chouette. Mmh? C'est sécurisé pour la personne en situation Oui, de handicap. oui, c'est sécurisé et puis pour l'équipe, enfin, je veux dire, c'est vraiment génial. Honnêtement, il faudrait que ça se passe comme ça partout, 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 parce que c'est déjà ça. Bon, ça, c'est dans un monde idéal où tout va bien. Après, dans un monde non idéal où c'est du bricolage, eh bien, bah, souvent la personne, eh ben, ils font ce qu'ils peuvent. Des fois, ils font rien et donc la personne se met à avoir des comportements, pas top ou est obligée de prendre sur elle. Mais autrement, il y a aussi pour une personne qui n'aurait pas de compagnon, de compagne, hein, puisque il faut aussi prendre en compte, les orientations de genre et cetera. Bah, il y a les sextoys. Il y a alors j'ai pas encore fait de recherche exprès pour, c'est un truc qu'il faudrait que je me mette dans ma petite liste, mais il y a des sextoys et à destination des personnes en situation de handicap
Heu, il y a ce qu'il faut, mais bon, si c'est comme tout le reste du matériel, j'imagine le prix que ça doit être. Ça doit pas être top. Mais par contre, il y a aussi d'autres sextoys qu'on trouve dans les love shops ou même en ligne et cetera, pour pouvoir, se masturber, pour qu'un homme puisse se masturber et cetera. Alors peut-être en faisant des installations, évidemment, je pense pas que cette personne aura envie que quelqu'un vienne lui tenir le sextoy, mais en faisant une installation, maintenant il y a des, des vibromasseurs ou des choses comme ça qui sont, avec télécommande, enfin, la technologie dans ce domaine-là, on peut lui faire confiance, elle avance. Plus vite. Elle avance très bien même, donc ça, c'est bon. Faut-il qu'ils aient la possibilité, un, de pouvoir savoir que ça existe, 2, de pouvoir en acheter ou en commander, 3, de trouver quelqu'un, d'être accompagné pour que la personne qui s'occupe d'eux, le professionnel, puisse installer tout ça et ensuite nettoyer et cetera. Tout ça, c'est un accompagnement qui doit être mis en place et il faut-il que les personnes, les professionnels et tout soient formés à ça pour pas mettre trop d'eux, puisque j'imagine que pour certains, ça peut être une charge mentale trop grosse. Mais quand, j'ai parlé de la posture, mais je le dis également tout de suite aussi, il faut savoir que dans la posture du professionnel ou de l'intervenant, eh bien, soyez sûr de vous connaître vous-même et de savoir qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas de tabou. Contrairement à bien-pensants qui sont pas concernés par le sujet et qui travaillent pas dans un institut: «Oh ben non, quand même, tu peux faire ça, c'est de l'inclusion». Bah non, parce que si vous pouvez pas et c'est OK. C'est pas pour le bonheur d'une personne handicapée, vous allez pas vous remettre, vous mettre une charge dessus, des émotions, des choses négatives qui fait que vous allez vous approcher du burn-out. En général, les professionnels, on tient à vous parce que vous êtes rares. Donc n'allez pas vers le burn-out, faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez et surtout soyez capables, c'est aussi courageux, si ce n'est plus, de dire: «Non, moi personnellement je peux pas, je peux faire des tas d'autres choses. Ça, je peux pas, c'est quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs, de mes tabous, de eh bien, je préfère que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse et logiquement, si vous avez une direction qui est bien à votre écoute et cetera, bah, ça devrait être plus qu'entendable. L'important, c'est de le savoir. C'est de le savoir et Tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu dis, il y avait un questionnement ou en tout cas une phrase qui avait été notée. Comment garder la neutralité dans l'accompagnement? mmh Possibilité d'une permanence pour accueillir les personnes en demande de soutien. Mais il y a cette notion de neutralité justement, oui, enfin de posture, dans ce que oui. tu dis. Et alors, du coup, est-ce qu'il existe des formations ou des temps de sensibilisation par rapport à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour les personnes justement qui ont besoin de se former à être, à apprendre à mettre à distance des choses ou à apprendre Mmh. ou à connaître en fait? Il existe, alors je sais qu'il y a pas mal d'équipes qui se font, aider ou former par, comment elle s'appelle? Véronique Bernard, qui est une sexologue qui est installée à Besançon et qui des fois va voir les équipes, fait des temps de formation et cetera. Je sais qu'Intimagir interviennent aussi pour faire des formations, heu et donc il y a aussi d'autres formateurs. Moi, je sais que personnellement, j'ai lu un truc très intéressant que j'avais commandé sur Amazon, mais c'est un organisme des formations qui fait aussi en visio et les premiers modules sont gratuits. Alors at Aide, EdSense, EDSEN non, EdSex, voilà, EDSEX et c'est un centre de formation. Il fait aussi à distance et dans le cahier que j'ai lu, c'est un cahier d'intervenants et en fait, tout le cahier est fait pour que justement la personne remplisse, travaille dessus, travaille sur elle, se pose des questions, fasse de l'introspection pour savoir justement où elle en est.
et que j'avais trouvé sur Amazon. Il y est toujours, hein, et en fait, ils font des cahiers comme ça pour tous les âges. Donc il y a le fameux cahier de l'intervenant, il y a le cahier qui va avec le programme de formation pour les personnes en situation de handicap, et autrement, ils font aussi des cahiers pour, l'école maternelle, l'école primaire, les ados, et cetera. Donc il y a eux. Mais je sais que vous pouvez également appeler, André à Intimagir et voir avec lui puisqu'ils peuvent venir faire, dans des entreprises, je crois, ou faire des formations comme ça. Donc Tu préfères que je te les laisse ou tu veux que je te les pose? ah non, j'aime bien quand tu les lises et que tu me poses une question au fur et à mesure. Oui, ou si vous voulez poser vos questions, hein, c'est, Il y a juste ah, parce que le problème, c'est que je peux pas tenir ton verre. Ah pardon, Donc excuse-moi. j'ai ma gourde, rose Moi, je là suis qui est débile, hein, là. quand même. Mais non, je vois Mais vous voyez, c'est ça qui est ouais, on n'a pas les réflexes, en fait. oui. C'est vrai, en fait. Du coup, Voilà. j'avais, alors là, il y a marqué toujours pour rester un peu dans ce sujet-là, mais vous pouvez étoffer, hein. Donc, il y avait pour l'association intervenante auprès des personnes handicapées, quels sont les points de vigilance à avoir? Ah, c'est-à-dire plus précisément, la personne qui a posé la question. Oui. Bon, moi, je fais partie d'une association, en fait. Moi, je suis pas dans le c'est pas ma profession. Par contre, je suis bénévole dans la protection civile. Mmh. On vient de créer le pôle social et on est en lien avec, donc il va y avoir beaucoup de liens, la violence, comme ce matin on l'a évoqué, et on a un partenariat avec, des handicapés, un Mmh. centre d'handicapés, et on va être en contact avec eux régulièrement Mmh. sur plusieurs, ça peut être pour des collectes où ils vont nous accompagner, des sorties où nous, on va être accompagnants. On va passer du temps avec eux aussi, pour divers ateliers. Donc la question et voilà, c'est, déjà, alors je sais pas comment dire, mais, de les protéger eux, Mmh. mais de se protéger nous. Oui. C'est quel type de handicap? Il y a c'est divers. Il y a une soixantaine de personnes, ça va, du handicap de naissance, l'accident, Mmh. la maladie. Mmh. Mais il y a du handicap, qui peut être considéré comme cognitif ou des troubles psychiques et des troubles moteurs. Oui, Donc il y a toutes sortes de handicaps. ça, oui. D'accord. Bah, déjà, je pense que vous allez peut-être, pas faire aux 60 personnes en même temps, pas tous, Non, 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 mmh, parce mmh, il y en a certains où, c'est plus compliqué pour eux de faire certaines choses que d'autres. mmh. Donc, je pense qu'on ne sera pas avec les 60 en même temps. Oui, ça sera ça ça fera un peu, puis il y en a certains qui supporteront pas d'avoir trop de monde. Ben, peut-être déjà, de voir avec, les personnes qui travaillent avec eux, pas rentrer dans ce qui ou même avec eux directement, pas rentrer dans le domaine médical et cetera, mais de savoir, surtout quelles sont les choses qu'ils supportent et qu'est-ce qu'ils supportent pas. Faire confiance pour, bah, dire, pour, qu'ils parlent eux-mêmes, peut-être qu'ils apprennent à parler de leur handicap. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, mais ceux qui peuvent, vous le feront très bien. Ensuite, au niveau de les protéger et de vous protéger, c'est-à-dire par rapport à quoi? Bah, c'est justement de pas être intrusif. On est d'accord que c'est pas, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on n'est pas, Mmh. voilà, on a tous notre métier à côté. Et justement, de pas se mettre trop de barrières parce qu'on est là pour un temps d'échange avec eux, c'est de leur apporter des bonnes choses tout autant que ce qu'ils nous en apportent. Donc, Oui. Mmh. voilà, mais de trouver quand même un juste milieu. Oui, bah, voilà, c'est ça. Déjà, il y a tout le côté médical qui est secret. Après, il y a des personnes qui vous parleront, très bien, mais en fait, leur faire comprendre que vous êtes à l'écoute, un peu comme je disais tout à l'heure, leur faire comprendre que vous êtes à l'écoute et qu'ils peuvent venir vous parler. Ça sera déjà une grande chose. Pouvoir dire: «Moi, je peux venir parler de mon handicap sans avoir peur d'être ridicule ou surtout qu'on me prenne en pitié ou
ou d'être jugé, etc. Déjà, montrer vraiment cette ouverture en disant: «Je peux vous parler», mais après, comme je disais, il faut aussi savoir vous protéger. Il y a des choses qui peuvent être dures à entendre. Il y a certaines personnes et là, c'est aussi dans le domaine, des valides, hein, chez vous, de votre côté. Il y a des personnes qui sont, qui sont je dirais pas qu'elles sont toxiques, mais elles peuvent rendre une relation toxique parce qu'elles vont être là, toujours à se plaindre, toujours à gna gna gna, voilà et surtout tombez pas non plus puisque ces personnes, elles vous les reconnaissez puisqu'elles mangent de l'énergie et vous rentrez chez vous, vous en pouvez plus et vous pensez plus qu'à elles et vous vous dites: «Ah là» et ça devient une boule dans l'estomac à l'idée de devoir retourner voir la personne. Faut savoir se protéger de ça aussi. Mais ça, on en trouve partout des comme ça, ça, on en trouve partout. Mais vraiment, c'est ça, arriver à montrer que vous êtes ouvert, que vous êtes comme eux et qu'eux sont comme vous et voilà. Puis ensuite les protéger, si vous voulez parler de tout ce qui concerne, la vie intime et sexuelle, c'est vrai que c'est important en travaillant dans un pôle social. Peut-être être empathique et puis vous former justement pour apprendre à reconnaître des personnes qui peuvent avoir été victimes, des personnes, qui peuvent avoir besoin d'aide à ce niveau-là et même des personnes alors puisqu'on parle souvent des victimes, n'est-ce pas? On parle souvent et cetera, mais il faut pas oublier l'autre côté. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les personnes handicapées, des anges et cetera, si c'est pas non plus des hypersexuels et tout, mais il peut y avoir des prédateurs ou des agresseurs dans les personnes avec handicap et c'est pas pour ça non plus qu'il faut les rejeter et du moins, ça dépend ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'il faut, c'est arriver d'où l'importance d'Intim'Agir et de l'éducation à la vie affective et sexuelle, à leur faire comprendre ce qu'est le consentement, ce qu'est la loi, ce qui différencie le fantasme du passage à l'acte et leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ça, c'est aussi votre travail en tant qu'intervenant. C'est-à-dire faire qu'une personne ne deviendra pas agresseur. Bon, c'est un gros travail. Vous mettez pas la responsabilité comme ça sur les épaules, mais si on était dans un monde idéal, bon, on va dire on est dans un monde idéal, hein, avec, l'inclusion et tout ça, tout va bien, on est dans un monde idéal. Donc dans un monde idéal où les enfants, on leur apprend ce qu'est le consentement, donc pas sexualité comme certains ont peur, mais le consentement, ça s'apprend depuis tout petit. Moi, mes enfants, je suis désolée, mais quand ils étaient petits et qu'on allait, dans les familles, vous savez les mariages, les baptêmes, les machins, où ils rencontraient la grande-tante machin toute ridée et tout, qu'ils voyaient pour la première fois et qu'ils reverraient pas avant, 4 ans, au prochain mariage et tout et: «Oh, tu mignon toi, je vais te faire un bisou». Oup, caché derrière maman. «Oh si» eh ben non, non, si tu pas envie si tu veux pas faire un bisou, on est poli, on dit: «Bonjour, merci, s'il vous plaît» et cetera, mais on n'est pas obligé d'accepter les bisous de tous les gens qui passent dans la rue et qui nous trouvent mignons. Puisque nous-mêmes, on n'aimerait pas. En tout cas, moi perso, hein, je sais pas vous, je sais que pour moi, une des meilleures périodes de ma vie, ça a été le covid. Plus personne s'embrassait. Bon, j'ai pas parlé du confinement, quoique j'étais très bien chez moi, mais plus personne s'embrassait. Moi, depuis, je suis toujours en covid, hein. Je suis toujours en covid, non, non, je veux pas être malade, hein, non, non, je veux pas vous contaminer, on fait pas la bise. Mais du coup, ça pose la question du rapport au corps, parce que pour certaines personnes en situation de handicap, il n'est pas le même. Et oui, Donc nous, il y a le consentement, il y a ce qu'on peut pas faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Mais en fait, il y a aussi une réalité différente, c'est qu'il y a des gens qui communiquent à travers le corps. oui. Donc comment dissocier en fait, tu vois? Comment arriver à avoir cette lecture d'un jeune qui va être en nécessité de toucher, ne Mmh. serait-ce que déjà parce qu'il est malvoyant, par exemple. Oui. Et donc, du coup, quel rapport au corps on a avec les personnes en situation de handicap? À partir de quand
voyez ce que je veux dire? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en situation de handicap, surtout ceux qui le sont depuis leur naissance, heu, même les autres, hein, quand ceux qui ont eu des accidents très graves et cetera, heu et bien, souvent, notre corps n'est plus un corps, n'est plus notre corps, nous appartient plus, c'est un objet de soin. Et ça, déjà, ça peut être problématique, puisqu'à force d'être vécu comme objet de soin, ben, on ne sait plus quelle est la limite entre nous et les autres. Entre le consentement, qu'est-ce qui est acceptable ou non? Qu'est-ce qu'on peut autoriser ou non à faire? Je me rappelle, j'avais fait une conférence il y a 2 ans, au Zénith de Dijon et il y avait plein c'était le public, c'était des personnes en situation de handicap avec leur accompagnateur et il y avait on parlait, c'était sur le consentement et il me disait, et beaucoup de gens à première vue, vu l'écrit, étaient d'accord avec lui, c'est que le fait, je parlais de la liberté de choisir la personne qui nous soigne ou qui s'occupe de nous, puisque ça, on devrait avoir cette liberté, c'est le minimum. Quand on est couché dans un lit, qu'en plus on porte des couches ou des changes, que quelqu'un doit nous lever, nous porter, nous laver, nous habiller et cetera, on devrait au moins avoir le droit de qui s'occupe de moi. Et comme il me disait, et il avait tout à fait raison, oui, mais le problème, c'est que si on n'a pas le choix et qu'on nous dit c'est lui qui travaille, etc. Puisque moi, ce que je disais, le moins qu'on puisse faire, c'est de dire dans une institution, c'est de pouvoir dire non, moi je veux que ce soit lui qui fasse ma toilette. Et il disait: «Oui, mais s'il y en a qu'un que tout le monde veut que ça soit lui qui fasse la toilette» et j'ai dit: «Bah, justement, ça, c'est ce qu'il faut faire remonter, aux professionnels, à la direction. Parce que s'il y a qu'une seule personne qui est capable d'être acceptée par les personnes qui sont en situation de handicap pour faire quelque chose d'aussi important que la toilette, puisque c'est important, c'est peut-être qu'il faut se poser des questions sur la formation des autres». Sur la formation, leur empathie, leur manière de faire et c'est grave, c'est vraiment important et il faut le faire remonter. C'est pas puisqu'on est une personne en situation de handicap et qu'on, peut pas bouger et cetera, on a au moins sa langue et on peut parler et si on peut pas parler, il y a les communications, les ordinateurs, les tablettes, enfin bon, on peut se faire entendre quoi qu'il arrive. Donc justement, c'est à remonter. Il y a une seule personne ou 2 qui sont acceptées dans toute l'équipe, du moins qui sont acceptées, les autres sont acceptés puisqu'ils n'ont pas le choix, mais qui sont vraiment plébiscités, bah, ça serait peut-être bien que la direction aille voir comment c'est de la travail pour expliquer aux autres. C'est important. Voir qu'est-ce qui, dans leur posture et leur attitude, fait qu'ils peuvent. Vous voulez dire quelque chose? Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, c'est toujours une bonne idée. Oui, non, non, je suis formatrice dans le domaine sanitaire et social et donc je suis une des formatrices en Saône-et-Loire qui participe aux futurs soignants. Euh, Moi, j'apprécie vraiment votre témoignage parce qu'on se bat en fait pour que les futurs soignants demandent l'autorisation à l'autre, son consentement pour être touché. Mmh. Avant, et mon travail, c'est zone de proxémie et tout. Le problème, c'est que on a beaucoup de personnes en fait qui sont déjà eux-mêmes aidants ou fragiles et qui portent une blouse pour octroyer le droit des sauveurs. Mmh. Ah oui. Ouais, beaucoup de plus en plus, malheureusement, c'est un petit peu la nouvelle génération qui arrive. Et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut leur dire à cette génération qui arrive? Qu'est-ce que vous leur, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement pour euh, accompagner, comme vous dites, hein, c'est nous aussi, au mieux sur la posture, parce que nous, on a beau dire, il faut être empathique, il faut être à l'écoute, il faut avoir la personne, elle a le choix, elle choisit ses habits, elle Mmh. choisit son parfum, et c'est, ça percute pas, ça sonne pas. Ah oui, à ce point-là? Ah moi, j'aurais pensé que les jeunes générations seraient plus ouverts quand même.
On a beaucoup de jeunes générations qui sont déjà eux-mêmes victimes de violences ou de fragilité quelconque et en fait qui tendent la main parce que on leur a peut-être jamais tendu la main et Mmh. ils comprennent pas l'accompagnement de base, Mmh. le respect, les stimulations. Et du coup, quand on leur apprend à se présenter, quand on leur apprend à dire avant de sauter sur la personne, Oui. excusez-moi l'expression, mais déjà, de demander l'autorisation de vous approcher et de vous toucher, Oui. rien que ça. Mmh. C'est. Il faut les mettre en situation. Oui. Non, Dès qu'ils sont plus dans le jugement, je suis dans la même situation que ça. c'est Et qui bizarre, sont, voilà. parce qu'on leur dit que, et vous en êtes le témoignage parfait de dire, bah si, en fin de compte, demandez-nous l'autorisation, enfin voilà, demandez-nous. Et je sais pas, nos mots en formation n'ont pas autant de poids que vous. Donc, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, leur dire à cette jeune génération pour Mmh. vous respecter dans toute votre intégrité physique et psychique? Bien, disons que j'utiliserai peut-être un jeu, après voir si ça leur parle. Bon, déjà, je leur parlerai comme ça, heu, en leur disant avec mes mots, en essayant de voir avec eux ou, voir, en essayant de leur rentrer dedans, en fait, puisque des fois ça marche bien et Ça quand s'énerve vite aujourd'hui. ah oui, c'est vrai. Bon après, pas le fait qu'ils s'énervent, mais en utilisant un langage qui peut peut-être les toucher, qui choque et cetera. Mais surtout peut-être, pourquoi pas, en essayant de leur faire, des jeux de rôle du style, on met un bandeau sur les yeux. Je verrais bien un exercice du style, bon la personne, on lui met un bandeau sur les yeux, du style elle est aveugle, heu pourquoi pas on lui attache les mains ou pour dire qu'elle peut pas bouger et puis il y a 2 autres personnes qui viennent et qui la prennent, qui la soulèvent sur un lit, qui la tournent, patati, en parlant bien au-dessus de sa tête: «Ah, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? C'était bien les vacances? Oh là là, Dans certaines heu» formations, ça se fait. ça se fait, oui. J'ai fait la formation avec l'IRTES et là-dessus, ils nous ont mis des poids. Ouais. Donc, au niveau des poignets, au niveau des jambes, on avait des lunettes pour vraiment stimuler les différentes problématiques visuelles. Et effectivement, quand ils nous disent, bon, ben, allez, avance, Mmh. on fait ce qu'elle dit. Non, je peux pas. C'est très, très compliqué. Et c'est bien de Mmh. se retrouver à la place de l'autre. Oui. On a fait l'expérience aussi quand j'étais en EHPAD. Mes collègues ne comprenaient pas. On leur a mis une couche. Ah! Elle est dedans. T'as envie de faire pipi? Non. Non, t'as qu'à faire un vas-y. Mmh. Pour qu'elles se mettent vraiment à la place du résident à qui on dit non, non, ben, en fait, j'ai pas le temps. Donc, ta couche, c'est bien. Ben, voilà. Et c'est vrai que du coup, certaines ont. Ah ouais, ah non, c'est pas très agréable. C'est pas agréable. Ah, le coup de la couche, j'y aurais pas pensé, ça c'est Non, top. mais- Ça c'est sadique à souhait. Mais c'est C'est vrai que la série, il fallait quand je dis, ouais. on l'a fait la solution. Vous aurez des copains aussi. Mais 3 heures dans sa couche pleine, c'est très désagréable. oui, j'imagine. Comme ça, je pense que certaines personnes peuvent réagir. Sinon, Mmh. les mots Oui. restent des mots, les mots s'envolent. Autrement, je sais que ce que vous pouvez faire, vous faites venir une personne en situation de handicap et j'ai été à l'IRTES au mois de décembre, on est passé devant quelques classes et puis voilà. Pas de souci. Ça m'amuse beaucoup, j'aime bien. Heu, que ça soit devant les petits ou les grands, j'aime beaucoup parler du handicap parce que c'est important. C'est important et et puis bon, si à la base ils partent avec, peut-être pour se réparer, il faut qu'ils comprennent que se réparer, ça passe par réparer l'autre et pour réparer l'autre, il faut pas lui faire subir ce qu'on a vécu et ça, c'est important à savoir, ne serait-ce que pour eux. Ne serait-ce que pour eux, parce que qu'ils choisissent pas un métier pour de mauvaises raisons et ça fait partie de la posture et de l'introspection et cetera. Donc donc les bons sentiments, c'est important, la motivation, c'est important, mais il y a tout le reste qui vient avec.
Mais je présume que vous le savez, c'est pour ça que vous m'avez posé la question et ça a l'air de vous désespérer un petit peu. Enfin, non, Si je suis là, c'est bien. Désespère pas. Oui, bon, bah, ça va alors, super. Super, super. Donc j'en étais où après? Ah oui, je sais même plus. On parlait des points de vigilance par rapport à la réponse, la question qui avait été posée. Ah oui. Après, il y avait, par rapport à toutes ces choses-là qu'on aborde justement on a parlé du rapport au corps, Oui. parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes modes de communication et Non. je posais cette question pourquoi? Parce que, en fait, dans tous nos échanges là depuis le début, je me questionne sur le fait qu'on dit qu'il y a la normalité, donc les personnes valides et puis, peut-être une «déviance» entre guillemets, les personnes en situation de handicap. Mmh. Alors, il y a encore deux choses à l'intérieur de ça. Il y a celles qui le sont de naissance et celles qui le deviennent. Oui. Du coup, il y a 3 façons, en fait, d'approcher la vie et donc 3 façons d'avoir un rapport au corps qui est pas le même. Mmh. Nous, aujourd'hui, on nous éduque aussi avec la notion du consentement, avec, le rapport à l'autre et cetera. Le rapport au corps de la personne handicapée, bah, il va être différent. Oui, oui. Du coup, c'est quoi la normalité? La normalité, elle n'existe pas. voilà. La normalité absolue, puisque la fameuse courbe de Gauss, hein, vous avez dû tous en entendre parler, la normalité, la fameuse moyenne, l'individu normal, etc., je suis sûre qu'il n'a pas encore été trouvé. Mais elle n'existe pas en tant que telle, puisque tout le monde est susceptible de pencher d'un côté ou de l'autre, hein, il suffit que de quelques pourcents. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, moi, j'ai lu quelque part et ça m'avait plu et depuis je le reprends souvent, heu, au niveau de l'autisme, tout ce qu'on se fera pour aider les personnes autistes, et qui est indispensable pour eux, ne sera que quelque chose de beaucoup plus confortable et en fait, de un plus que les gens s'apercevront qu'ils en ont absolument besoin pour les autres et en fait, ce qui et une contrainte pour, les personnes en situation de handicap, le fait d'être touché, par exemple, eh bien, vous, en tant que personne, non handicapée, on va dire, enfin, à ce que j'en sais, comme je dis, il peut y avoir du handicap partout, toutes sortes de handicaps. Rien que porter des lunettes, hein, c'est un handicap. Il y a un siècle en arrière, elles étaient mises de côté, elles pouvaient rien faire, hein. Donc eh bien, c'est honnêtement, est-ce que vous, si vous vous retrouvez à aller à l'hôpital, ne serait-ce que pour la grossesse, aller accoucher et cetera, est-ce que vous aimeriez être touché, tripoté, sans qu'on vous dise, vous qu'on vous pique, qu'on vous fasse n'importe quel soin, sans vous demander votre consentement, en vous prenant par surprise, sans qu'on sache ce que vous allez faire? C'est quand même, quelque chose et encore, je sais pour beaucoup discuter avec beaucoup de personnes, hein, sur les réseaux sociaux, les groupes et cetera. Je sais que les urgences et les hôpitaux en ce moment, on peut pas dire qu'ils soient dans la plus grande diplomatie possible parce que malheureusement, c'est pas pour les attaquer les personnes en tant que telles, c'est juste le système qui fait qu'ils sont de moins en moins dans un monde où on leur demande de plus en plus. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose, mais parfois ils peuvent en venir, bah, ce que je disais tout à l'heure, quand arriver au burn-out et peut-être, se montrer irritable, se montrer fatigué, ne plus pouvoir avancer, ils le font quand même et aux dépens de leur bien-être et de bien-être des usagers et de ceux qui subissent les soins. Donc même une personne non handicapée, mais juste malade, hein, qui a un problème de santé, bah, peut s'être senti à un moment donné dans une situation d'être un corps objet de soin, d'être juste un physique à qui on lui demande rien, à qui on parle au-dessus de sa tête et cetera. Ça peut arriver à tout le monde et ça, imaginez vivre ça, une personne qui vit ça depuis sa naissance, 24 heures sur 24, tout le temps. Que ça soit pour faire sa toilette, que ça soit pour l'habiller, que ça soit pour faire des soins médicaux
ou que ça soit même pour manger. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Tu es un objet, on te pose dans un coin, on te reprend. Tiens, c'est l'heure d'aller au lit. À 18h, tu as mangé. À 18h30, tu es couché. On éteint les lumières. À demain matin. Et ça, c'est la vie des personnes qui sont en handicap ou en maladie chronique et invalidante, ceux qui peuvent pas bouger. Et donc ça, personne peut vouloir vivre ça tout le temps. À la limite, quand on est malade, quand on est à l'hôpital, encore la bouffe de l'hôpital, à moins que ça soit arrangé, mais moi, la dernière fois que j'étais hospitalisée, c'était toujours pas ça, hein. Bon, ils faisaient des efforts, hein, mais bon, c'était toujours pas ça, avec des heures de lever et de coucher, extraordinaires, hein. On se couche comme les poules et on se lève avant les poules, enfin pour les soins, avec les bruits des chariots et tout. Donc imaginez vivre ça tout le temps et le rapport au corps, c'est le même, sauf que pour une personne, quelqu'un comme vous qui sera à l'hôpital juste pour une semaine et cetera, ça durera une semaine. Pour les autres, il y a pas de fin. C'est à vie, c'est tout le temps et c'est ça ce rapport au corps-là qu'il faut changer et quand on grandit comme ça, qu'on vit comme ça ou même quand on est tombé malade ou quand on a eu un accident, qu'on est resté 3 ans en réanimation et cetera, eh bien, c'est, se dire: «Je ne suis plus rien, je suis juste un objet». Voilà. Quand notre corps, c'est ça, on devient un objet, on ne demande plus rien. Moi, j'ai déjà vu, bon, pas avec mon autre fauteuil, puisqu'il est beaucoup plus lourd, il pèse 150 kilos, c'est un fauteuil électrique, ça va, mais avec celui-là, je le prends juste pour des déplacements comme ça, mais j'aime moins puisque je me suis déjà vue dans des magasins où, voilà, mon mari, on est dans un rayon, mon mari va juste voir un truc à côté, il y a quelqu'un qui arrive derrière, sans me demander ni rien, je le vois même pas, qui pousse le fauteuil pour pouvoir passer son caddie. Ouais. Ben voilà, un objet, voilà, sans même me parler, voilà, j'aurais même pas vu la tête de la personne, je vois son dos partir en train de pousser le caddie, voilà, je suis un autre caddie. Et c'est ça le rapport au corps d'une personne qui est en situation de handicap, un objet. Et parfois, elle peut en finir par devenir irritable ou même totalement agressive et plus supporter qu'on lui parle, qu'on lui adresse la parole. Et celui qui prendra, c'est celui qui essaiera d'aller vers elle, qui essaiera vraiment, et c'est celui-là qui prendra pour tous les autres. Et donc, on se dira: «Oh là là», et non seulement handicapé, mais en plus, et désagréable, quand même, quoi. Bah oui, vu tout ce qu'il aura vécu avant, tout ce qu'il encaisse et cetera, un jour ça pète. Mais c'est vrai qu'il faut toujours prévenir le moindre des choses, comme on dit. Alors je vous parle de l'autisme parce que c'est mon intérêt spécifique en tant que personne autiste, c'est vraiment ce que j'aime étudier. Mais, quand je dis toujours: «Ne touchez jamais une personne autiste par surprise», la touchez pas d'ailleurs, mais bon, quand vous êtes obligé de le faire, vous la prévenez et vous prévenez à un endroit, vous la touchez à un endroit que la personne peut voir. C'est-à-dire, «Est-ce que je peux te toucher?» ou si vous êtes obligé, bah oui, si je vous dis: «Non, tu peux pas me toucher, tu as une prise de sang à faire, bah tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me touches pas en tout cas». Donc si vous êtes obligé de le faire pour quelle que soit la raison, ben, je peux te toucher et je te touche là où tu me vois. Ça change tout, ça change tout et demander: «Comment tu préfères être touché?» Doucement ou d'une manière forte? Parce que la sensorialité des personnes est différente. Moi, je sais que doucement, là, les effleurements comme ça, c'est une torture pour moi, je supporte pas. Je préfère, qu'on me touche, franco. Heu, bon, si on est obligé, je préfère qu'on me touche pas autrement. Oui, Je sais pas si ma question va être claire, mais on va faire le tri. j'ai j'ai vu il y a pas mal de temps, enfin, ça existe depuis des années, mais avec les réseaux sociaux, etc., il y a quelque chose qui ressort. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de maltraitance
de violence envers les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas l'exprimer. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a, il y a un endroit, enfin, je sais pas comment expliquer, mais souvent il y a des personnes de la famille qui remarquent que la personne, elle, elle s'est fait maltraiter. Mmh. Est-ce que il doit y avoir un suivi? Est-ce qu'il y a des associations pour ça? Bah, oui, je vois ce que vous voulez dire. Enfin, je crois. Non, en fait, il y a des endroits où on peut porter plainte. Je sais qu'il y a la gendarmerie, c'est la maison de protection des familles qui est spécialisée. Donc normalement, ils sont spécialisés, dans les interrogatoires de ce qui concerne les violences intrafamiliales. Heu les gendarmes qui sont formés à ça sont formés à l'écoute des enfants et des personnes vulnérables, des personnes âgées. Mais je sais que nous, dans le Jura, la maison de protection des familles de Lons-le-Saunier, on a déjà été faire une sensibilisation à l'autisme au cas ils se retrouvent, à devoir, questionner ou interroger des enfants ou des personnes autistes qui ont été victimes et au cas aussi où ils se doivent interroger ou questionner des personnes autistes qui ont pu être agresseurs. Comment il faut faire et cetera. Donc ils se forment à tous les publics vulnérables et cetera et donc la maison de protection des familles, c'est très loin. Autrement, pour ce qui est des associations, ben, je sais que pour les femmes, par exemple, il y a le CIDFF que vous avez vu ce matin. Il y a il y a plein d'autres, Le planning. oui, il y a le planning familial et puis il faut voir au niveau local. Ici sur Chalon-sur-Saône, je sais pas trop, mais je sais que, dans le Jura, il y a Nina Simone qui fait des trucs pour les femmes aussi et ils ont même un petit camion, un petit bus, il faut vraiment trouver toutes ces associations, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup pour les femmes, mais il doit aussi y avoir les associations de protection pour les enfants. Il y a plein d'actions de protection pour les violences aux enfants et puis il y a j'ai arrivé à le dire correctement, non, c'est quand même quelque chose. Il y a aussi les associations du handicap en tant que tel, donc vous pouvez vous adresser à eux. Mmh. C'est oui? Un petit peu, du coup, dans la même lignée, moi je suis médiatrice familiale et dans la séparation, des fois, il y avait en plus, entre guillemets, il y a un enfant qui va pas être dans la norme, hein, mais qui n'a pas encore été détecté d'un trouble de cerveau. Vous disiez, ça a été détecté, vous aviez 50 ans. Oui. Là, il y a des enfants, c'est pas forcément détecté. Il y a un parent qui va avoir compris que l'enfant peut être dans un trouble, dans un certain trouble. L'autre parent qui va le nier complètement. Mmh. Donc, c'était déjà compliqué du coup entre les deux parents. Mais il y a aussi un parent qui du coup peut être violent avec l'enfant parce qu'il va lui demander de faire des choses que l'enfant n'est pas en capacité de faire de par ses troubles. Est-ce qu'il y a des assos, enfin, je sais pas, qui pourraient accompagner ses parents dans, je sais pas, ne pas être dans le déni ou pouvoir pointer des besoins particuliers des enfants. Parce que tant que l'enfant n'est pas rentré dans un système, il n'y a pas d'accompagnement, sinon il peut y Oui. avoir le thérapeute de, de l'établissement. Enfin, mais tant qu'il n'y a pas des mots posés dessus, le parent il se retrouve un peu seul et du coup il y a un conflit dans la famille et de la violence qui s'exerce au niveau de tous les membres. Ah bah, ça, à part, accélérer les choses pour faire le diagnostic, il y a pas beaucoup de solutions. Autrement, je sais que au niveau associatif, bah, vous pouvez contacter des associations, qui sont spécialisées dans le handicap de l'enfant. Bah, moi, comme toujours, je parle de l'autisme ou des choses comme ça, qui pourront peut-être, aider la personne qui s'en rend compte, la recevoir et lui apporter un certain soutien pour, faire les démarches et tout, ou même un soutien tout simplement de répit, un soutien, un endroit où parler et cetera, ce qui est déjà pas mal, hein, dans ces cas-là. Après une personne qui est dans le déni et qui veut pas entendre,
Il y a de pires sourds il y a les pires sourds qui ne veulent entendre, hein. On peut pas forcer une personne dans le déni à écouter. Par contre, lui faire comprendre que c'est pas elle qui décidera au nom de l'enfant, mais ça peut être très compliqué aussi. J'ai connu et je crois que c'est encore le cas, de cette personne, une maman à qui on a placé les enfants, parce que justement elle est en cours de diagnostic et ils ont cru le papa Ouais, c'est ça. et en disant que c'était elle qui était pas normale, syndrome de Munchausen et compagnie. Alors qu'elle-même arrivait pas à s'expliquer parce qu'elle aussi est également autiste Mmh. et quand les enfants ont passé le diagnostic, eh bien, le papa, enfin et les avocats du papa ont réussi à faire croire que c'était une manipulation de la maman et donc le tribunal n'a pas cru Mmh. et ça, c'est des situations horribles, horribles et ça arrive souvent. Ça arrive souvent malheureusement. Il y a même une avocate qui est spécialisée, mais elle coûte assez cher, hein, mais une avocate qui est spécialisée dans tous ces placements-là, de tous ces genres de cas. Elle s'appelle Sophie Janois. Elle a écrit un livre aussi et donc Sophie Janois et elle se déplace partout, mais malheureusement elle est comme, c'est devenu vraiment son credo et sa spécialité, elle est très demandée, mais elle intervient beaucoup dans ce genre de situation. Mais du coup, par rapport à la parentalité, par exemple, est-ce que t'imagines, vous, si on vous appelle, par exemple, on est parent d'enfants en situation de handicap, d'enfants autistes ou autres, et on n'y arrive pas, est-ce que vous pouvez aider les personnes ou est-ce que pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas encore développées? C'est-à-dire, Non, pardon, j'ai coupé avant la non, fin. vas-y, vas-y. Heu, en fait, Intimagir est surtout là pour, l'éducation à la vie intime, affective, sexuelle, la parentalité, pour accompagner les parents en situation de handicap qui veulent avoir des enfants. Après, dans le sens contraire, si ils y arrivent pas parce que c'est des questions par rapport à la vie intime, ils peuvent appeler, poser des questions. Autrement, il vaut mieux qu'ils contactent des associations qui sont faites pour ça. D'accord. Mmh. Donc, là, sur Chalon-sur-Saône, je ne peux pas vous en donner. Moi, je peux juste vous parler de là où je suis. Donc, je suis administratrice à l'APUI de Lons-le-Saunier et je connais, également, puisque j'ai été coprésidente avec eux, l'association ARA à Lons-le-Saunier aussi, association Relais Autisme pour les familles. Mais il faut en fait trouver et que vous ayez dans vos carnets, dans vos contacts, dans vos carnets de contacts, des associations comme ça, des GEM, groupes d'entraide mutuelle, pour l'autisme, où vous pourrez justement avoir des contacts, où il y aura de la pérédance, où vous pouvez orienter les personnes, pour qu'elles puissent discuter et trouver un soutien. Déjà un soutien, j'allais dire pas psychologique, mais un soutien, puisque pour ça, il y a les thérapeutes qui sont là pour ça, mais un soutien vraiment fort de personnes qui connaissent un peu les rouages et qui peuvent les aider et les orienter. Sur Chalon, il y a une association pour l'autisme, c'est la Bulle Bleue. Ils sont très très bien faits. Mmh. C'est eux qui font du théâtre, non, avec les personnes? C'est ça. Oui, j'avais vu c'est madame. Moi aussi, il y va régulièrement, donc c'est pour ça que je connais bien. Après, dans le Chalonnais, il y a le PCPE Colibri qui intervient, c'est dans les écoles, donc c'est à la demande des enseignants, mais ça peut être proposé par les parents. Et donc c'est dans les écoles, ils ont une priorité sur les 3-6 ans, mais ça va jusqu'à 10 ans. Et il n'y a pas besoin de diagnostic, par contre, ils peuvent intervenir dès l'émergence des troubles d'un enfant. Du coup, ça peut permettre de travailler sur l'éducatif. Ah ça, c'est bien, c'est chouette. Mmh. Si toutefois vous voulez connaître un peu plus sur l'autisme, mais alors je suis pas très série Netflix, mais là pour le coup elle est super bien faite. C'est une série qui s'appelle Atypical. Oui, J'adore. Je C'est propose à tous mes résidents, voilà. tous les vendredis, on regarde un épisode et Mmh. on discute.
C'est vraiment une des Ouais. plus intéressantes Ouais. puisqu'elle aborde, Tout- tous les tous les sujets de la vie et cetera. Pour les jeunes, elle est vraiment très bien. C'est super bien. Mmh. Atypical. Ouais. Mmh. C'est ATY, PICAL. OK. Et il y a un autre film qui est pas mal aussi sur la sexualité, pas que sur la sexualité, mais sur aussi le handicap. C'est un film qui s'appelle Presque. Ah, Ah, ça j'ai vu. presque, Il est magnifique. ça je non, si je l'ai pas vu il y a pas longtemps, je sais plus. Je sais que j'en ai vu un, mais je sais plus le titre. Non, c'était pas ça le titre, c'était l'histoire d'un garçon et je crois que c'était le nom de ce garçon, donc c'était pas ça. J'ai un trou de mémoire. Mmh. Et sur Netflix, il y a aussi, pour ceux qui sont intéressés par l'autisme et le fait de savoir puisque ça, c'est une des grandes questions des personnes autistes et à mon avis, des personnes handicapées aussi, c'est comment rencontrer des personnes. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a droit à une vie sexuelle, une vie relationnelle, une vie affective, mais comment on rencontre les gens quand on est et encore, dans un foyer, en général, ils s'en sortent à peu près. Dans un ESAT aussi, si j'ai bien compris, là, c'est carrément, ils se rencontrent tous à un moment ou à un autre. Mais, les personnes qui sont isolées chez elles, comment elles font pour rencontrer du monde? Effectivement, elles peuvent être à peu près autonomes, vivre isolées chez elles, mais elles rencontrent encore moins de personnes et donc, sur Netflix, là, il y a 2 saisons, c'est Love in the Spectrum, l'amour sur le spectre, l'amour et l'autisme et en fait, c'est très, très intéressant puisque ça se passe la première saison, c'est en Australie, la seconde, je crois que c'est aux États-Unis où ils ont des love coach, certains autistes également qui aident les autres à créer des liens, à comment on rencontre, à organiser des dates, des speed dating, des machins comme ça, c'est très, très bien fait, très intéressant. Donc Vous parliez des AF, là, on était justement en train d'échanger là avec la collègue, en fait, où nous, on a une personne dont on s'occupe qui travaille en ESAT et qui a une orientation homosexuelle. mmh Donc, du coup, c'est encore plus compliqué. Ah oui. Et du coup, c'est toute la question en tant qu'accompagnant, jusqu'où on va dans l'accompagnement. Et je me rappelle d'une collègue qui était revenue d'une soirée où elle avait accompagné un groupe à un concert. Et ce monsieur est à la recherche de contact. Donc, dès qu'il est à l'extérieur, voilà, il peut souffler parce que voilà, il n'a pas cette image homosexuelle, quoi, en tout cas Mmh. cataloguée. Oui. Voilà, avec l'étiquette voilà, handicapé et homosexuel, ça fait beaucoup. Euh, Oui, question étiquette. ouais, voilà. Et du coup, en fait, il était en recherche en fait de contact avec les personnes autour de lui. Et à un moment, il y a un monsieur qui a réagi et en fait, ma collègue, elle s'est posé la question jusqu'à quel point, en fait, elle laissait faire. Parce que de peur que, qu'ils se mettent en danger, mais en Mmh. même temps, voilà, on était à l'extérieur. Donc voilà, elle dit qu'elle a voilà, elle a essayé de garder de la distance, mais à un moment, elle l'a pas senti en sécurité, à tort ou pas, elle sait pas, mais bon, en tout Mmh. cas, elle s'est permis d'agir en disant: «Bah non, tu restes avec moi, on est en groupe», voilà. Mais je sais qu'elle est revenue avec beaucoup de questions à dire: «Mais, est-ce que j'aurais pu le laisser faire, quoi?» Voilà, jusqu'où on va dans ces moments-là, c'est compliqué, hein, en tant Oui. qu'accompagnant. Ah bah, c'est très, très compliqué. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est déjà en amont. Enfin, pour ce point-là, c'est trop tard, mais après, elle peut Mmh. le faire. En amont, peut-être expliquer à la personne, lui dire: «Voilà, ce que tu as le droit de faire, ce que tu peux faire pour te mettre en contact avec telle ou telle personne et qui pourrait potentiellement ne pas être dangereux, ne pas être poser problème». Ensuite, lui expliquer: «Moi, j'ai des responsabilités. Moi, je peux voir des choses que tu ne vois pas». Et je peux voir si tu te mets en danger et on va partir du principe que si je sens qu'il y a quelque chose, que le terrain commence à être glissant, qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut convenir d'un code.
pour que la personne puisse quand même ait l'impression d'avoir, son autonomie et qu'on vienne pas la chercher par la main comme un petit enfant. On peut convenir d'un code, te dire que tu es peut-être en danger ou, qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette personne et cetera. Heu et en cas d'urgence, bah, je serai obligée de faire ça. Mais peut-être lui faire, ces 3 niveaux en disant, bah, voilà, on fait comme ça, chaque sortie, lui rappeler les règles, les codes et on fait comme ça, comme ça, comme ça et ça peut être intéressant. Comme ça, la personne peut se sentir prise en considération tout alors son autonomie est respectée, tout en sachant que sa sécurité, il y a quelqu'un qui veille sur elle et c'est bien. Donc là, je vais encore parler de moi, hein, c'est ce dont je parle le mieux. Je fais partie de ces personnes qui voient pas le danger. Heu, En tant que personne autiste, je peux être très naïve, parce que je n'ai pas la théorie de l'esprit. Je sais pas si vous savez ce que c'est? La théorie de l'esprit à peu près, c'est le fait je n'arrive pas à imaginer ce que vous, en face, vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, ce qui à mon avis me paraît logique, mais non, à première vue pour les neurotypiques, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. C'est-à-dire que moi, quelqu'un arrive avec devant moi, va me prendre à parler et cetera, je vais pas voir de mal et tout, j'ai discuté, tatati tatata, voilà. Sauf que en faisant ça, je me mets très facilement en danger et j'aime bien citer cet exemple parce que c'est le dernier qui m'est arrivé il y a 2 ans. On était allés, pour une remise de prix à la fondation, je sais plus trop quoi. Non, c'était pas la fondation Orange, c'était une autre, bon, enfin une fondation quelconque et donc il y avait public, c'est toujours là, discours, machin, évidemment. Donc j'étais là pour représenter l'asso avec, les 2 autres coprésidentes et dont l'une qui était mon aidante aussi et à l'extérieur, je veux dire, parce que mon aidant principal, c'est mon mari et donc voilà, chez discours, puis après il y a plein de gens qui passent, c'est toujours pareil, serment de main, machin. Bon, j'aime pas trop être touchée, mais comme, dans ces cas-là, j'essaie quand même de faire, le plus possible bonne figure et puis voilà et un monsieur qui arrive, voilà, dithyrambique: «Oh, vous êtes, adorable, vous êtes la plus belle personne que j'ai vue», hein. Bah oui, c'est bien, merci, merci, je fais comme à tout le monde. Puis après il revient: «Oh, vous voulez boire? Oh, vous voulez manger? Ça serait bien». Oh, moi je trouvais ça adorable. Puis il commence à se mettre à genoux devant mon fauteuil, puis: «Vous voulez que je chante une chanson?» Une chanson corse. «Ah, ouais, bah, oui, ça oui». Puis après il me chante sa chanson corse, puis après il me récite un texte, une poésie de je sais pas, de Mistral, de Frédéric Mistral, je crois. Enfin un texte machin, parlant de la beauté de la mer et moi je trouvais ça joli. En plus c'est vrai, j'aime beaucoup, je trouve ça joli et tout. Puis après il commence à me dire: «Ah et vos 2 chaperons là, ils sont toujours avec vous?» Moi, bah, oui, oui, puisque c'est elle qui me ramène et c'est normal, c'est mes amis, voilà. «Oui, et vous avez quelle chambre, dans l'hôtel là?» «Ah bah, alors moi, oh bah, je dors pas à l'hôtel et tout». «Ah bon, vous avez jamais vu les chambres?» «Ah bah non, vous savez, elles sont bien». Ah! Puis dans ce cas-là, je vois mes 2 mes 2 collègues qui arrivent, il y en a une qui emploie mon fauteuil, l'autre qui dit: «Bon, on doit rentrer, hein, au revoir. Allez, on y va Nathalie». Ah mais le monsieur et puis lui, oui, j'étais en train de lui parler: «Non, non, mais on a de la route à faire et tout». Puis elle dit: «Mais Nathalie, tu te rends compte qu'il allait t'emmener dans sa chambre?» «Bah, pourquoi faire?» «Mais ça va pas». J'ai dit: «Bah, j'ai mon alliance, je suis mariée». J'ai dit: «Et puis à mon âge quand même, eh ben non, j'avais rien vu venir. Donc moi, je fais partie de ces personnes qui voient et c'est pas la seule fois où ça m'est arrivé, des personnes qui voient pas du tout le danger. Pour moi, mais vraiment, ça me serait pas venu à l'idée, ni quoi que ce soit et ça m'est jamais venu à l'idée, même quand j'étais plus jeune et cetera. Je fais partie des personnes qui ont toujours besoin d'un ange gardien près d'elles. Mais je le sais.
Et on s'est mis d'accord, que ça soit, mon mari, que ça soit les personnes avec qui je suis. Ils sont prévenus en général. Surtout ne laissez pas Nathalie parler à n'importe qui, n'importe comment et ne la quittez pas des yeux puisque moi, oh il est gentil! Ouais. Il récite des poèmes et il chante des chansons, c'est top! Donc, il vaut mieux justement mettre en place des choses avant et que ça puisse, servir de garde-fou. Donc moi maintenant, je me casse plus la tête puisque je sais que j'ai toujours quelqu'un derrière moi qui va zioter ce que je sais, écouter ce qu'on me dit. Donc, c'est encore pire qu'avant. Je c'est encore pire qu'avant, je suis encore plus, waouh! Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc, vaut mieux faire les choses en amont et préparer. On prépare le terrain et au contraire, il y a rien de mal à ça, en choisissant les bons mots et tout. Ça peut être mis en place et en co-construisant avec la personne les étapes et les choses qu'il va falloir, faire et peut-être en la formant le plus possible en disant: «Tu sais, s'il y a un tel type de vocabulaire, faut se méfier». Donc, en fonction de ses compétences. Donc voilà, Merci. de rien. Du coup, il y avait une personne qui a posé une question. Est-ce qu'il y a des lieux pour pouvoir, bon, on en a un peu parlé en transversalité, mais pour pouvoir orienter les personnes en demande et en besoin de vie intime et sexuelle? Alors, je vais élargir. Mmh. Par exemple, pour les valides, il y a des lieux de rencontre, Oui. des lieux échangistes, tout ça, etc. Bon, on parle de vie, de santé sexuelle, entre guillemets, hein. Mmh. Mais du coup, est-ce que pour les personnes, donc, est-ce qu'il y a des lieux un peu comme des associations? Donc, on en a un peu parlé là tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. Et est-ce qu'il existe des endroits, toi, est-ce que tu en connais par exemple, qui peuvent permettre à ces personnes-là de se rencontrer, d'avoir une vie sexuelle, intime? Est-ce que ça existe? C'est une bonne réponse. Disons que ça n'a pas été identifié, il Non, n'y a ça n'a de- pas été identifié. À première vue, suivant les attirances de ces personnes, elles peuvent elles-mêmes se renseigner sur le net, aller voir ce qui existe, en parlant d'échangistes, de libertinage, de choses comme ça. Ça logiquement, avec l'inclusion, ça devrait être les mêmes lieux pour tout le monde. Enfin, après, ça dépend du handicap, c'est ça le problème. Heu, et il faut je sais qu'il y a des associations, j'ai une personne qui est une coordinatrice dans une autre association dont je fais partie, qui m'expliquait qu'un jour, elle est aussi accompagnante de personnes autistes, et un jour, elle m'expliquait elle avait travaillé avec une jeune qui a été attirée par tout ce qui était BDSM et choses comme ça, surtout depuis le livre, de Christian Grey là. Oui, Oui. ouais, Ouais, voilà, j'ai un trou de mémoire. 50 nuances. Voilà, c'est ça, 50 nuances de gris. Et donc voilà, c'était une petite jeune. Eh bien, il a fallu qu'elle se renseigne dans la région où elles étaient pour trouver une association, puisqu'il y a des associations de ce genre de trucs dans les régions, enfin certaines régions, pas toutes. Et pour pouvoir, se renseigner et tout, pour pas qu'elle la laisse partir, à l'aventure et risquer de tomber sur n'importe qui. Et donc elle a pu aller voir cette association, se renseigner un petit peu. Après elle a pas suivi puisqu'elle a pas à suivre, et cetera. Mais la jeune femme à première vue, a toujours été bien, épanouie et tout donc c'est soit elle a regardé un peu, ça lui a pas plu, soit elle a continué. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle avait trouvé comme ça. Et donc mais ça pareil, je peux pas vous en donner sur Chalon, sur Saône, mais il faut être sûr que les personnes soient ouvertes au handicap et de savoir quel est le handicap et cetera. Heu, autrement, je sais qu'il y a un site internet, c'est un site de rencontre, mais c'est payant, je crois, qui s'appelle Atypicool, ATYPI, je sais pas si c'est un K, je crois que c'est un A-K-O-O-L.
atypical ou atypical, je ne sais pas comment on dit, qui est fait exprès pour les personnes qui sont, neuroatypiques et pour, faire des rencontres ou que ça soit amical ou plus si affinité et cetera. Mais c'est payant. Mais Bah, par après, contre, c'est sécurisé. je pense qu'il y a pas mal de sites sur les réseaux. Non, ATYPIKOO. Oui, oui, elle. Et du coup, est-ce que avec Intimagir, vous avez des appels de personnes qui sont plutôt, par exemple, en milieu rural? Parce que là, on a aussi des personnes qui sont dans des Ah bah oui. établissements, d'autres qui vivent en ville, mais là, il y a une demande aussi de. Est-ce qu'il y a des possibilités de permanence hebdo ou mensuelle pour accueillir des personnes en demande de soutien et d'écoute en milieu rural? Pour Intimagir, Ouais, par bah, exemple. pour recevoir les gens, non. Ça sera surtout au niveau téléphonique. D'accord. Donc ils peuvent appeler au numéro j'ai amené les flyers là qu'on sortira tout à l'heure, vu qu'on était un peu à la bourre. Mais avec il y a le numéro derrière et cetera et c'est André qui se charge de répondre aux personnes et de les réorienter et cetera. Il rappelle, c'est-à-dire si un jour s'il est en présentation ou en intervention ou quoi, bah, il suffit de laisser le message et il rappellera et après il va orienter la personne vers des endroits qu'il connaît. Mais c'est toujours en ce qui concerne la vie intime, affective et sexuelle. Pas, pour de l'accueil ou des permanences pour autre chose, par contre. Après, nous, on en parlait tout à l'heure, on avait une partenaire, comme quoi ça dépend aussi sur qui on tombe. Il y a des professionnels, je pense, qui spontanément vont aborder le sujet et vont orienter. C'était une collègue qui est partie en retraite, mais qui travaillait au SSR Boussicot quand c'était encore à Mardor. Et elle avait le réflexe, par exemple, des jeunes qui avaient un accident et qui se retrouvaient paraplégiques, par exemple. Elle leur prenait une consultation sur Lyon, un service pour aborder ce sujet de la sexualité et pouvoir Mmh. leur dire que voilà, il y avait des solutions et en parler avec eux. Parce que à Lyon, il y avait quoi? C'était quoi? C'était une. Moi, je pense que c'était un service spécifique, je sais même pas trop, mais je sais qu'elle le faisait en date, c'était dans un des réflexes dans le cadre de la rééducation, en fait. C'était avec une psychologue, je crois. Et un médecin. Mais je sais pas exactement dans quel service, mais en tout cas, c'était sur Lyon où elle leur prenait le rendez-vous. C'est dommage qu'elle ait pas Ouais, laissé les et je pense que du coup, ça n'a pas été repris par les collègues qui sont venus. Et je pense que c'était Mmh. c'était son. Ça lui tenait à cœur pour les jeunes qui puissent aborder ce sujet-là. Après, Ça serait bien de la recontacter pour lui demander. après, je pense que ça se trouve, mais c'est vrai que si derrière les professionnels ne le font pas, enfin, Oui. Mmh. Oui, en général, c'est ce qui est dommage, c'est que des petites infos comme ça, justement, ça suit pas et en fait, c'est ça, c'est vraiment arriver à bah, ça, c'est un des buts d'Intimagir aussi. C'est pour ça qu'on fait les fameuses journées d'information et réseau dans chaque département. C'est pour que les professionnels puissent se mettre en contact les uns avec les autres, pouvoir donner leurs adresses mail et pouvoir ensuite s'échanger des infos telles que celle-là, puisque pour que ça fasse boule de neige et que ça s'étende partout. Donc c'est vraiment important. Formation réseau, c'est ça? En fait, c'est des journées de formation, des journées de réseau qu'on appelle. C'est le matin. Maintenant, cette année, c'est que le matin, puisque l'après-midi, c'est réservé aux personnes en situation de handicap. Où l'objectif, c'est justement de pouvoir, réunir, des professionnels qui veulent, échanger leurs trucs, leurs astuces, leurs idées, leurs ressources sur tout ce qui concerne la vie intime, relationnelle et sexuelle, autour d'un thème. Par exemple, cette année, bah, on l'a fait ici à Chalon-sur-Saône, on l'a fait il y a pas longtemps. Oui, je crois, enfin, c'est pas important et c'était l'après-midi, c'était sur le droit et le consentement et le matin, pour les professionnels, c'était sur, ah bah, j'ai un gros trou de mémoire encore. Ça, c'est un problème, des fois,
Et ça, par exemple, si on veut être présent à ces journées, il faut être adhérent de l'association. Ah non, pas du tout. Il suffit de, si vous voulez me mettre sur une feuille tous ceux qui sont intéressés par vos adresses mail, je la donne à André et vous serez après dans la boucle des newsletters et des invitations pour ces journées-là. Est-ce que, question que je vous pose à tous, moi j'ai tous vos mails, je crois bien. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent ne pas être dans cette boucle ou est-ce que vous voulez tous y être? Vous pouvez me le dire à la fin, hein. Parce que si vous souhaitez tous y être, moi je peux faire, une fois que j'aurai fait tout le listing au propre, je peux le transmettre à Nathalie et puis vous pouvez être mis en contact sur ces informations-là. Oui. Et comme ça, vous les recevrez vraiment tout à chaque fois qu'il y aura des invitations. Bon, il y en a pas 10 000, hein, malheureusement. Heu c'est vu qu'il faut faire tous les départements, c'est une invitation, une journée par trimestre. Donc le matin, c'est pour les professionnels et l'après-midi, c'est pour les personnes en situation de handicap qui viennent des instituts, par exemple. Vous étiez là le matin, l'après-midi, vous pouvez penser à certaines personnes, demander qui est intéressé et ils peuvent y accéder aussi et c'est gratuit. La sauce prend plutôt pas mal, c'est intéressant, que ça soit des personnes avec déficience ou des personnes avec des handicaps moteurs et tout et ça passe bien. J'ai trouvé que c'était pas mal. On a commencé à faire ça cette année justement, puisque l'année dernière, on s'est aperçu on faisait la journée entière pour ceux qui voulaient et en fait, on s'est aperçu que les personnes en situation de handicap, il y en avait c'était très rare ceux qui venaient parce que justement, ils se sentaient pas de venir avec des professionnels. Ils avaient l'impression que c'était que pour les professionnels et là, c'est vraiment un temps qui leur est réservé avec des accompagnants évidemment, hein et certains venant de foyers et cetera peuvent pas venir tout seuls. Ils ont des accompagnants, mais les accompagnants sont un peu en retrait, sont juste là pour les aider à poser des questions ou à répondre si on fait des quiz ou des jeux et tout, mais ils sont pas là pour répondre à leur place et et c'est plutôt bien puisque ça donne des échanges très, très sympas. Mmh et ça permet vraiment par exemple, là donc c'était sur le consentement et il y avait une vidéo que André avait prévue, une vidéo qui est faite, puisqu'il y a pas mal de vidéos sur internet sur la vie affective et sexuelle, pour les personnes en situation de handicap. Il y a des sites intéressants et cette vidéo était normalement faite pour eux, très simple et ça nous a permis de nous rendre compte que non, c'était pas encore assez simple. Parce que ceux qui avaient pas de problème de déficience intellectuelle, donc ça passait sans problème. Par contre, ceux qui avaient un problème de déficience intellectuelle, leur parler, leur utiliser des mots comme, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, c'était des mots qu'ils ne comprenaient pas et pourtant donc leur expliquer le consentement, alors qu'à la base ils comprennent pas les mots qui sont utilisés, et c'est comme ça, en étant sur le terrain, qu'on s'aperçoit de ces petites choses. C'est important. Il faut vraiment descendre, au niveau de la personne, qu'on veut aider et qu'on veut éduquer, si on veut qu'elle comprenne quelque chose. Ça fait partie de la posturologie et c'est bien. La question: comment aborder le sujet du handicap auprès d'une personne qui ne parle pas de son handicap ou qui semble être touchée par une situation de handicap? Alors, c'était dans quel cadre? Non, mais c'est moi, un petit Ah! peu, C'était ouais. toujours, c'était toujours, Ou après même dans le quotidien, mais comme je sais ma sœur travaille avec des malvoyants, il faut pas essayer de leur prendre le bras pour les aider à traverser. Oh oui. Voilà, mais pareil, une personne en situation de handicap, détecter que peut-être elle a une difficulté, ou peut-être pas, c'est juste sa façon de marcher, d'avancer, voilà. Mais comment des fois être, sans être maladroit, mais vous m'avez un peu répondu déjà tout à l'heure, mais Mmh. c'est vrai, sans toucher, sans juger, sans que la personne se sente jugée, Mmh. essayer d'être le moins maladroit possible, parce que ça peut
être des fois encore un sujet sensible sur quelqu'un qui n'est Oui. pas diagnostiqué, sur quelqu'un qui n'assume pas, entre guillemets, si je peux parler Mhm. d'assumer, mais qui le vit encore mal, parce que c'est un handicap récent, un handicap avec lequel il est en train de découvrir et de vivre avec. Donc voilà, c'est un petit peu aborder Oui. ce sujet du handicap qui est effectivement dans le mot handicap. Ma sœur ayant fait encore une fois ses études dedans me disait que à une époque, quand elle était jeune, en tout cas, on disait pas un handicapé, on disait une personne en situation de handicap. Mhm. C'est On l'inverse. essaie de contourner un petit Oui. peu le Aux mot. situations Et maintenant, concernées voilà. ou et en fait il y a plein d'expressions suivant les gens et il y a plein de façons de faire. Par exemple, je vous parlais du coup du fauteuil, un jour on m'a poussé et il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on touche leur fauteuil non plus, surtout qu'on les connaît pas. Bon, ça c'est comme moi, comme tout le monde, mais c'est celles qui ont des fauteuils autonomes. C'est-à-dire, en fait, il y a une différence entre les fauteuils. Moi, j'ai un fauteuil de transfert parce que j'ai pas la force dans les bras pour pouvoir je peux me bouger un petit peu, mais j'ai pas la force de faire, tout le chemin, après je vais souffrir atrocement et cetera. Donc moi, c'est un fauteuil qui est fait exprès pour être poussé. Il y a des personnes que vous voyez dans la rue qui ont les fauteuils ou même des fauteuils, qui sont pas de transfert et si vous voyez une personne avec un fauteuil qui n'est pas de transfert, c'est-à-dire où les poignets seront plus dirigés vers le bas et elles sont beaucoup plus basses, les roues plus grosses et un peu comme ça. Surtout, n'allez pas leur proposer de les pousser en fauteuil pour les aider. Elles le vivront mal, très mal, puisque justement le but du jeu, c'est d'avoir leur autonomie. Ce qui me permet de faire une deuxième transition, l'autodétermination. Donc Il je faut, hein, vais cette édition là. ah ouais, non mais alors on va pas continuer comme ça trop longtemps parce que, j'aurai plus après. Donc, un mot qui est, je trouve, très important et qui va de pair avec l'inclusivité. Tout ce qui est inclusif, c'est l'autodétermination des personnes en situation de handicap. En fait, dans tous vos métiers, tout ce que vous faites, c'est la principale chose, la principale compétence que vous devez développer chez ces personnes et la principale chose que vous devez prendre en considération. L'autodétermination. L'autodétermination, c'est quoi? Donc je vous le dis puisqu'on m'a déjà posé la question, c'est la capacité, la possibilité de faire ses propres choix de vie. Alors effectivement, on ne peut pas faire des choix pour tout, suivant, notre handicap justement, suivant, notre, niveau de compétence ou notre niveau intellectuel et cetera. C'est clair, mais même le plus petit des choix doit pouvoir être respecté. Par exemple, si c'est une personne avec déficience intellectuelle qui vit dans un foyer ou dans une masse et cetera ou dans un IME et que sa seule possibilité de choix, c'est de savoir comment il va s'habiller le matin, eh bien, c'est un choix. Il a le droit de choisir comment il va s'habiller le matin. Même si c'est un truc un peu bizarroïde, bah, si c'est ce qui lui plaît, bah, pourquoi pas? Et surtout, il faut toujours se dire toutes les personnes, comme les enfants d'ailleurs, on favorise, sauf que ça se fait implicitement, de favoriser, l'autodétermination d'un enfant quand il n'y a pas de handicap et quand il n'y a pas de neuroatypie, c'est de lui apprendre au fur et à mesure, c'est-à-dire de toujours lui proposer un choix. Tu préfères ça ou tu préfères ça? Et à chaque fois, et c'est des exercices qu'il faut faire et refaire et refaire, et plus la personne apprendra à faire des petits choix, plus elle deviendra apte à en faire des plus grands. À un moment, ça se bloquera, à un moment, elle pourra plus, suivant sa déficience et suivant sa pathologie, mais le plus haut qu'elle puisse aller, c'est le mieux, parce que tout le monde a le droit de faire ses propres choix de vie. Même si c'est des petits choix, c'est ses choix de vie. Tout le monde a le droit. Donc, dans les personnes autistes avec qui je discute beaucoup, dans les groupes d'entraide, etc., une des principales choses qui ressort, c'est à quoi je sers, quel est le sens donné à ma vie. Et ça, c'est des personnes autistes
dites Asperger, que pareil maintenant on n'utilise plus puisque c'était ça pour tout le monde. Et c'est des personnes autistes dites Asperger avec une intelligence dans la moyenne ou plus, mais et c'est vraiment quelque chose qu'on se demande et quelque chose à quoi je sers. Puisque quand souvent dans la vie, on n'a pas de travail à cause de notre handicap. On est là. Tout ce qu'on est capable d'être, c'est être assisté, comme beaucoup de personnes diront. On est accompagné, assisté, aidé, on reçoit la AAH, etc. Bah, ça donne pas d'objectif dans sa vie. On ne sait pas à quoi on sert, on ne sait pas pourquoi on est là. Alors imaginez une personne qui vit en institution, une personne qui a un handicap moteur qui fait qu'elle ne pourra pas bouger son corps, elle pourra bouger que la tête, etc. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie? Pourquoi elle est là? Et c'est ça, en fait, vous devez les aider à comprendre, les aider à trouver le sens de leur vie. En sachant, en prenant des exemples. Par exemple, Stephen Hawking, tout le monde connaît, il était très handicapé, etc. Mais par contre, il a fait des découvertes géniales pour l'humanité et c'est parfait. Tout le monde peut faire quelque chose. Moi, par exemple, effectivement, je touche la hache, je ne peux plus travailler puisque mon métier, c'était la petite enfance. Je travaillais avec les bébés. Et avec les mains qui tremblent, avec mes tremblements essentiels, à partir de... Bon, je tremble depuis que j'ai 13 ans, mais ça allait très bien. Et à 40 ans, j'ai fait une grosse... ça, c'est une grosse chute. Ça a vraiment... depuis, ça baisse. C'est une maladie qu'on appelle... je trouve plus mes mots. Voilà, bravo. C'est ça, une maladie évolutive. Donc, ça va empirer tant que je vivrai. Et donc, je peux plus travailler avec les bébés. Déjà, je peux plus leur donner à manger et même me donner un tout petit nourrisson dans les bras, ça peut faire très peur. Sauf si je le tire contre moi, évidemment, mais je prends pas le risque de toute façon. Eh bien, j'ai trouvé un autre sens à ma vie. Tout ça, toutes mes handicaps, l'autisme, etc. Au contraire, ça a été un tremplin pour moi puisque j'ai trouvé un sens encore plus important à ma vie, c'est de pouvoir aller dans des endroits comme ici et de pouvoir parler aux gens. Et comme vous avez pu le remarquer, hein, j'adore parler. Contrairement à beaucoup d'autistes, moi je suis dans le... Il y a ceux qui sont mutiques et puis il y a ceux comme moi, hein, qui sont logorréiques. Hein, c'est... Bon, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt finir. Mais c'est comme ça, c'est vraiment, il y a vraiment des choses. L'autodétermination, le sens de la vie, c'est vraiment ce qu'il faut encourager. Tout le monde peut servir à quelque chose, tout le monde a une raison d'être sur Terre. Et comme j'aime souvent le dire à des parents ou à des familles qu'ils apprennent, quand un psychiatre leur a gentiment dit non, mais de toute façon, vous en ferez rien, mettez-le dans un institut. Et puis, une maman qui avait 2 enfants, la première 2 ans et demi, l'autre 6 mois, et elle dit concentrez-vous sur la deuxième, hein, la première, c'est pas la peine. Donc, très diplomate, hein, le psychiatre, très gentil, tout ce qu'on souhaite pas rencontrer. Et comme je lui disais, les enfants, ils ont toujours une bonne raison d'être là, et même nous, adultes. J'ai dit, les enfants qui naissent handicapés, même ceux dont on dit que ce seront des plantes vertes, puisqu'à une époque, on disait ça, à mon époque, on disait ça quand j'étais gamine, des légumes, hein, c'était même utilisé. Ben, ces enfants-là, ces gens-là, ils ont un objectif, c'est faire grandir ceux qui sont autour de nous. C'est notre objectif à tous. Notre objectif, c'est vraiment les gens qu'on rencontre, les gens qu'on côtoie, on est là pour les faire grandir et les faire évoluer. Et ces enfants-là ont une mission encore plus importante, c'est de nous faire apprendre la différence, la tolérance, la bienveillance. Et c'est ça qui compte et c'est ça qu'il faut respecter chez ces personnes-là. Elles sont là, même si c'est le seul rôle qu'elles doivent avoir dans la vie, et c'est pas possible que ça soit le seul parce que il y a plein de choses à faire. Ben, ce rôle-là, c'est l'un des plus importants, surtout dans la société dans laquelle on est. Nous apprendre la tolérance, la bienveillance et à grandir, à évoluer. Et ça, c'est important. Donc,
à nous, à vous, en tant que pro, de favoriser tout ça et de leur apprendre, eux, à être autodéterminés et à savoir ce qu'ils veulent faire de tout ça, tout ce qu'ils engrangent, de tout ce qu'ils apprennent et cetera. Donc voilà. Et je rebondis sur ça, qui est quand même une jolie parole de fin, je trouve, par rapport à l'autodétermination et par rapport aussi à la notion de sauveur. Parce que parfois, en fait, en tant que personne, on se dit « Ah, je vais l'aider Mmh. et tout, nanana ». Mais en fait, on va projeter juste nos propres problématiques Mmh. sur l'autre personne. Et justement, pour rebondir sur ça, moi, je t'en parlais tout à l'heure. Par exemple, moi, j'ai pas... Enfin, c'est pas moi pour dire moi, mais c'est... moi, par exemple, ça m'a jamais posé de problème. Enfin, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient déficientes visuelles. On faisait du théâtre et je leur disais, vous avez vu, hein? Ils me répondaient, ah, ok, on continue. Et en fait, eh ben, c'était vachement intéressant parce qu'ils savaient que j'avais pas les codes, mais moi, je savais qu'ils n'avaient pas les miens. Et finalement, en fait, à un moment donné, ça s'est équilibré. C'est-à-dire que j'avais pas le langage, mais j'ai appris par mon attitude aussi à pas vouloir faire des trucs, mais à juste être moi-même. Mmh. Et eux, en fait, ils m'ont dit, bah, en fait, tu nous as permis d'être considérés finalement pas différents, en fait. Et c'est là où je m'interroge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, on met des précautions à dire les mots, mais parfois, ça dépend de la posture, en fait. Et la posture, si on est vraiment soi, si on assume qui on est avec toutes nos déficiences, Mmh. en fait, on peut dire à l'autre, écoute, je connais pas ton monde, en fait. Et tu m'excuseras de ne pas avoir les mots, mais parce que je ne te connais pas, en fait. Et donc, nous, on se connaissait pas, on s'est rencontrés. Et quand Nathalie m'a dit, est-ce qu'il y a un accès handicapé, je dis, ah, putain, j'ai même pas demandé. Et je me suis questionnée. Je me suis dit, merde, c'est parce que toi, c'est pas intégré. Ou c'est parce qu'en fait, soit c'est normal que ça existe. Mmh. Et Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais moi, je trouve ça intéressant puisque dans une société vraiment inclusive, idéalement inclusive, pas comme celle qu'on a en ce moment ou qui veulent faire croire qu'on a, on ne devrait pas avoir à poser la question. Parce que logiquement, dans une véritable société inclusive, il n'y aurait pas besoin d'accès handicapé. Tout devrait être construit de telle façon que n'importe qui peut passer. Voilà, tout simplement. C'est puisque on parle des fauteuils roulants, passer, est-ce qu'il y a un accès et tout, mais après tout, une maman avec une poussette qui veut rentrer dans l'immeuble sans avoir à porter la poussette, il est là. Sans avoir à porter sa poussette et cetera, elle devrait pouvoir passer n'importe où aussi et donc pour le moment, ça, c'est pas une société inclusive. C'est vraiment pas et même pour, les personnes, bon, on dit qu'il faut faire du sport et tout et cetera, donc les escaliers, c'est très bien, mais il y aurait d'autres systèmes que les escaliers. Je sais pas moi, des pentes comme ça, à Tournu, oui, c'est à Tournu que j'ai été avec le GEM. On a été à l'office de tourisme, j'ai été émerveillée, c'est la première fois que je vois un office de tourisme comme ça, où il y a une pente qui va jusqu'à l'intérieur, pas d'escalier, vraiment c'est une pente comme ça qui fait tout l'office de tourisme et qui permet de voir, les 2 niveaux et cetera. Pourquoi ça existe pas partout? Ça serait tellement plus simple. Mais bon, à première vue, les architectes n'ont pas encore, de sensibilisation au handicap, donc on va aller dans les écoles d'architectes. Voilà. Après, c'est pensé quand même maintenant quand il y a des créations de nouveaux bâtiments, Mmh. on pense au neuf. Maintenant, on pense, mais c'est vrai que c'est de l'ancien en fait. Oui, c'est plus compliqué. Mmh. C'est vrai, c'est dommage. Mais c'est vraiment le concept de dire, une société inclusive devait être inclusive avec tout le monde sans marquer la différence et ça serait bien. Oui. Moi, je suis sur une résidence justement où j'accompagne des personnes en situation de handicap, mais ils sont autonomes. Donc, ils vont travailler soit en ESAT, soit en milieu ordinaire. Il y a tellement de paramètres différents. Alors,
Des choses ont été mises en place, mais à moitié. Ah oui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a l'ascenseur, c'est très bien. Mmh. Il ne va pas jusqu'au garage. Merde. Bah non. Voilà. Non, mais pourquoi ils auraient une voiture d'abord? Ah il y a tout, pas ça de pratique. Ils nous ont mis du braille. Génial. Mais devant le bâtiment, en fait, comment on y accède? Il n'y a rien en braille devant le bâtiment. Ah À oui. l'intérieur, oui, dans l'ascenseur. Mmh. Mais c'est tout. Ah oui. Donc, c'est fait à moitié. Mmh. J'ai un jeune qui est sourd et muet. Et bien là, c'est pareil. Il faut un équipement spécial. Spécial au niveau des détecteurs de fumée. Donc, lui, il a des flashs. Mmh. Mais tout ça, c'est pas mis en place. C'est Ah lui oui. qui a dû mettre en place par lui-même, en fait, avec sa PCH, voilà, pour pouvoir faire financer cela pour son appartement uniquement. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours fait, mais à moitié. Ils Oui. vont pas jusqu'au bout des choses, en Mmh. fait. La réflexion, elle va pas, elle va jusqu'au bord, Oui. mais Mmh. pas au plus loin. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il faudrait en fait peut-être que ce soit des personnes en situation différente, de handicap différentes, Mmh. qui disent, ben voilà, en fait, il y a besoin de ça, ça et ça. Que ces personnes, justement, qui sont en situation de handicap, nous disent de quoi ils ont besoin pour Mmh. pouvoir réaliser un bâtiment accessible à tous. Oui. Et pourquoi pas qu'ils puissent travailler dans des cabinets d'architectes en Voilà. tant que consultant ou même en tant qu'architecte ou aide-architecte, enfin, Après, etc. c'est mis en place là, mais c'est ce que je disais, c'est sur les bâtiments nouveaux. Ouais, il y a 10 ans de bâtiment. Alors, je sais pas plus quand c'est fait, mais maintenant, au niveau du Grand Chalon, il y a une commission accessibilité où justement tout est vu dès qu'il y a des travaux de voirie, de création de bâtiments. Là, je sais qu'il y avait la crèche, enfin, tous les bâtiments sont étudiés à cette commission accessibilité. Alors, il y a des élus et justement, il y a des représentants d'associations. Je sais qu'il y a une personne en situation de handicap physique et une personne en situation de handicap de malvoyance. Enfin voilà, il y a un peu de tout, et justement, c'est un peu tous les points qui sont évoqués. Et c'est vrai que sur les anciens bâtiments. Sur les anciens bâtiments. Après, Attends, c'est pareil, en ville, hein. Il y a encore du boulot. Mon fils est quasiment aveugle. S'est trompé de route la dernière fois pour me rejoindre. J'ai cru qu'il allait mourir, en fait. Il s'est retrouvé au niveau des aubépins où ça fait des petits barrages avec une barrière partout. Il faut passer dans la petite barrière, il faut passer de l'autre côté pour pouvoir traverser. C'est l'enfer. Oh là C'est là. l'enfer. J'étais au téléphone avec lui, il était en panique complète, quoi. Et c'est pareil, c'est comme les voitures électriques. Hein. Ah, bah, c'est super. Hein. Bah, pour ceux qui n'entendent pas. Oui. C'est dangereux, ça. Ouais. Moi, mon fils, il a eu l'habitude de se fier à justement son audition. Et là, je ne comprends pas ces conneries de voiture. Tu vois, je ne comprends pas, les entendre. Faut faire comme pour les vaches, il faut leur mettre des cloches. Ouais, c'est pas. Alors, elles font un petit bruit. Oui, mais c'est pas Dans la enfin, circulation. dans la circulation en général, mais n'entend pas. Mm. N'entend pas. Donc, c'est vrai que c'est. Au niveau inclusion, je ne l'ai pas encore. Hein. Ça va, on va se dire, ce qu'il faut, c'est être positif, puisqu'à chaque réunion comme celle qu'on fait aujourd'hui, à chaque rencontre, à chaque chose qui avance, c'est un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Alors, ça sera peut-être pas demain, mais après-demain, pour nos enfants et les enfants de nos enfants, ça sera parfait. Vous parlez ce matin des violences faites aux enfants, par exemple, il y a des associations où il y a des personnes qui vont représenter ces associations au niveau du département, au niveau national, au niveau de la France, enfin, du gouvernement. Vous, ça existe aussi, ça, j'imagine. C'est-à-dire, C'est des personnes qui vont représenter, alors votre cause, c'est pas un joli mot, mais qui vont pouvoir faire valoir vos droits, faire valoir les besoins de chacun, ça remonte à un oui, niveau- pour Intimagir, vous voulez dire? Oui. Oui, bah, de toute façon, déjà, Intimagir, c'est descendant, puisqu'à la base, c'est du gouvernement. C'est le gouvernement qui a mis les réseaux Intimagir en place. Donc, forcément, ça remonte. D'accord. Et effectivement, parmi les intervenants pairs, il y a certains intervenants pairs qui ont été reçus au mois de janvier au niveau de l'un du ministère, je ne sais plus lequel, celui qui concerne tout ce qui est les violences, etc., qui a été reçu. Et il y a effectivement des intervenants pairs qui sont reçus au niveau des ministères.
qui font remonter la parole. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau même du Parlement, et ils en cherchent toujours, il y a des places pour les personnes en situation de handicap qui veulent se lancer dans ce genre de choses et qui peuvent se lancer et y aller. Et je crois même qu'ils peuvent assister en visio, aux réunions et tout ça. Du coup, je vais tout couper, Nathalie. Oui. Pour l'after, donc, je vous indique l'adresse. Non, je plaisante. Du coup, il est 16h24 ou 25. Voilà. Peut-être on peut clôturer la journée. En tout cas, toujours est-il, c'est que n'hésitez pas à prendre des documents. Moi, je vais vous envoyer donc un petit compte rendu que j'ai fait de ce matin, plus le PowerPoint de Rose. Et puis je vous l'enverrai aussi, on verra avec André par rapport à la captation de cet après-midi. C'est André, hein, ton prénom? Non, Ouais, Bruno. c'est Bruno. André, c'est l'autre. C'est André d'Intimagie. Oui. Et Bruno, les pilotes. Bruno le pilote. Ça, oui. ça rentre dans mes mots techniques en fait. Voir tous les deux, voilà, si je peux récupérer la captation, comme ça, on pourra peut-être la mettre sur un lien que je vous envoie aussi pour cet après-midi, si vous voulez un retour en vidéo de ce que Nathalie a dit. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent exprimer, je sais pas, faire un retour de la journée sur, je sais pas, l'ambiance, la façon dont ça s'est passé? Quelque chose qui pourrait être amélioré. Ouais. Une chose, mettre l'adresse. Parce qu'en fait, Je l'avais pas mis. sa convocation, en fait, c'est écrit maison de quartier du centre. Super. Mais alors, quand on est pas de Chalon. Mais si j'avais mis l'adresse en haut, si elle était en haut. Ah, mais non, Elle était On l'a trouvé. nous, on est venu au pire. 40 C'est pas mal. Alors on s'est dit, on verra. Voilà. C'est bien ça, c'est. On Non, avait la... Il faut que je sois vigilante pour la prochaine fois à mettre sur le formulaire. ouais. Parce que normalement, je l'avais mis en haut, mais je crois que j'ai pas fait un copier-coller. Mais oui, oui, Parce que du effectivement. coup, oui, moi, par mon service formation, je dis, bah, écoute, j'ai pas d'adresse. Elle me dit, oui, bah écoute, de route, toi. J'espère qu'il n'y a qu'une seule maison de quartier centre. Mais sinon, oui, puis il n'y avait même pas mon numéro, je crois. Il y avait juste le mail. C'est ça. Allez, j'y penserai pour la prochaine fois. C'est encore un des défaillances. Ouais, donc l'adresse, être vigilante pour la prochaine fois pour que vous ne perdiez pas. Au niveau du temps, des horaires, est-ce que pour vous c'est des choses. Ok. Voilà, je sais pas. Au niveau de la disposition de la salle, parce que ce matin on a fait un peu en forme de classe. On s'est dit que ça changeait du U ou du T, et, mais ça vous gêne ou pas? Ok. Voilà. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous voulez, je garde votre mail, je vous informe des prochaines journées. Je donne vos mails à Nathalie. Et puis voilà, on reste en contact. Je pense que les 2 prochaines journées, il y aura donc Vif. Et une autre qui va être construite encore, je ne sais pas sur quel thème, mais du coup, vous pouvez aussi faire remonter des sujets. Parce que ça peut être intéressant d'avoir vos retours de terrain et de dire, bah, la journée du mois, j'en ai une à faire le 30 mars par exemple. Le 31 mars, pardon. Le 31 mars, ça peut être une journée en fait sur demande. Donc n'hésitez pas, parce qu'après, il faut quand même la construire. Mais assez rapidement, dans les jours qui viennent, vous pouvez dire, bah tiens, moi j'aimerais bien qu'on aborde ça. Ce sont des choses qui sont faites pour ça, pour parler de tout ce qui est relationnel. Voilà. Mais sur quelle thématique? En général, parlons-en, ça va être tout ce qui va être en rapport avec la relation à l'autre, la relation intime, les relations affectives, donc amoureuses, les problématiques de communication. Ça peut être le rapport au réseau. Je sais pas, je vais dire une connerie, par exemple, l'influence qu'ont les réseaux sur le comportement des jeunes aujourd'hui. Je pense, oui. Voilà, ça peut être tout ce qui est rapport avec. Là, aujourd'hui, on était sur le handicap, mais voilà, toujours le rapport avec la Ah bah, relation. là, vous avez un sujet tout trouvé avec la nouvelle loi qui vient de passer. Sur- Les réseaux, ils ont les réseaux interdits. C'est passé, ça a été voté cette nuit. Interdit au moins de 15 ans. Au moins de 15 ans.
Comment il reste Putain, c'est trop bien. Les parents Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Eh ben, merci à vous. Ouais. Bon, bah, tant mieux alors. Tant mieux si ça vous a intéressé.